Taquine. Elle aime me faire des blagues, comme me faire semblant de téléphoner. Non, je ne peux pas te parler maintenant, maman. Il a invité des copains, je suis couverte de foutre, je te raconterai. Mademoiselle Hippomée. J'ai attendu 2 heures environ devant la Divine Comédie. Il m'a fallu 2 heures pour comprendre que Mademoiselle Hippomée n'était pas allée acheter un folio pour sa soirée tranquille, mais qu'elle travaillait dans cette librairie. À travers la vitrine, entre un code de la route et un chevillard, sa bouche sans son en mouvement. Je suis entré, j'avais besoin d'un dictionnaire, le mien datait de l'époque où les illustrations en noir et blanc représentaient des messieurs à moustache, réglant leurs différends au fleuret, et des dames à ombrelles. Mademoiselle Hippomée s'est bien occupée de moi, si bien que j'ai longtemps hésité entre ses Larousse et ses Robert. Train de nuit. Elle lit la modification, ce qui paraît logique quand on est dans un train. Concentrée, absente du moment, ailleurs. Elle se tient très droite sur son siège, le livre tantôt à hauteur d'yeux, tantôt posé sur ses cuisses, le menton alors appuyé sur une énorme écharpe qui enveloppe le haut de son corps. La page du livre se situe exactement sous la source lumineuse du train. Le reste de son corps se perd dans des clairs obscurs au fur et à mesure que le regard s'éloigne de la lumière. La jupe est longue, hélas, et j'ai lu tous les livres. S'arrête tout de même au-dessus du genou, mais pour un homme, une jupe est toujours trop longue. Elle ne me jette pas un regard, pendant que moi je la détaille furtivement à coups de coup d'œil en douce. Visage blanc, ovale, cheveux noirs, yeux noirs, mains fines et délicates. Beauté froide qui ne s'intéresse à rien de son environnement et donc par voie de conséquence, pas du tout à moi. Je l'intéresserais davantage dans sa volonté de me chasser si j'étais un moustique. Un type entre et s'assied, plus vieux mais beaucoup plus beau que moi. Elle ne lui jette pas non plus un regard. Ce qui, à bien y réfléchir, est un encouragement pour moi. Dans ma tête, le type s'en va. Après un temps, elle écarte lentement les jambes en me jetant des regards furtifs au-dessus des pages de son livre. Dans le réel, elle tourne une page. Dans ma tête, je me glisse à ses côtés, plonge mon visage dans les replis de l'écharpe contre son cou, à la recherche de son parfum. Ma main se pose sur son genou gauche et glisse lentement sur sa cuisse, remonte jusqu'à l'endroit secret, loin sous la jupe, l'endroit où ma main voulait se rendre dès le départ. Une main peut être aussi hypocrite qu'un homme et sait prendre les détours nécessaires pour parvenir à son but. Dans ma tête, sa poitrine se soulève de plus en plus vite, comme si elle voulait tendre vers moi ses seins magnifiques. Dans le réel, sa poitrine est dissimulée sous les circonvolutions de l'écharpe. Dans ma tête, elle mouille tellement que ça a traversé la culotte et le collant. Dans le réel, elle tourne une page. Dans ma tête, elle empoigne ma queue à travers le pantalon et la serre au-delà du raisonnable. Dans le réel, douleur de l'érection injustement comprimée. Dans ma tête, dans le réel, je suis en proie à une telle satisfaction que je frétille. Dans ma tête, elle repousse ma main et vient à califourchon sur moi. Je n'arriverai jamais dans cette position à dégager mon sexe ni à la libérer de ses vêtements pour la pénétrer, me mis-je à penser aussitôt. Mais heureusement, ouf, ma tête a des ressources infinies et finalement, je me retrouve bien planté au fond d'elle, tout est bien qui finit bien. Dans le réel, le type se lève et s'en va. Dans ma tête, elle ondule du fessier, se fait du bien sur ma queue, j'écarte les pans de son chemisier pour caresser ses seins. Non, finalement, mes mains décident de descendre plus bas et empoignent ses fesses, les pétrissent, les pétrissent, les pétrissent. Dans ma tête, malgré les rigueurs de l'hiver, le collant et la culotte ont définitivement disparu. Elle gémit, m'appelle son bel inconnu, son amant impromptu, turlututu, chapeau pointu. Dans le réel, elle tourne une page. C'est incroyable la capacité qu'ont les femmes parfois à ne pas bouger d'un centimètre, à ne faire aucun geste qui risquerait d'être mal interprété. Normal avec des types comme moi. Avec des types comme moi, certaines en arrivent à se statufier. Dans ma tête, son souffle contre ma joue, elle gémit doucement, glisse la pointe de la langue dans mon oreille. Dans le réel, je décide de m'arrêter là, de peur d'exploser dans mes vêtements. D'ailleurs, dans le réel, ma gare de destination arrive. Dans ma tête, tout de même, je lui permets de jouir doucement, jambes tremblantes, et de m'embrasser au coin des lèvres comme une bonne amie. Dans le réel, je me lève, la toise une seconde, attrape ma valise. Elle ferme soudain son livre, plonge la main dans son sac, en sort un carnet sur lequel elle écrit quelques mots. Elle déchire la page, la plie, me l'attend, rouvre son livre, s'y plonge, le tout sans un regard vers moi. Je sors, déplie le papier. Il ne se passe rien dans les trains.
Cinéma. Tandis qu'au-dessus d'elle, l'homme, inconnu une heure auparavant, s'acharne à reproduire les poncifs du cinéma pornographique, elle conduit en pensée une étude comparée entre la façon de faire l'amour et les différentes versions d'un même morceau de musique. Il y a par exemple pour les Indes galantes une version légère pour clavecin seul, comme si la main courait sur le corps pour le révéler. Il y a aussi une version pour orchestre plus lourde, pas forcément moins intéressante, mais plus insistante, martelée, faite, dirait-on, pour pénétrer le corps. Celui-là au-dessus, il n'a jamais appris la musique, au mieux le piano mécanique. Comprendre les Japonais. Pour bien aimer quelqu'un, il faudrait le manger, ingérer sa chair, et que sa chair devienne matière de vie. Que l'amour se concrétise dans la fusion des corps et non plus seulement des esprits. Deux chairs à jamais fondues et confondues dans un indépassable idéal. L'absolu de l'amour ne peut se contenter de demi-mesures. Il faut au bonheur parfait une blanquette de chair de cuisse. Labeur. Tout ce travail, non, vraiment, c'est pas possible. Tout ce travail à refaire, c'est pas tellement le problème d'avoir été largué, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il faut tout recommencer à zéro. C'est ça le pire. Il faut des mois pour trouver une stabilité, tu le sais. Des mois. Et nous, on est là, bien tranquille, avec nos verres de vin. Première rencontre, on se raconte, on se dragouille gentiment. On parle de tout pour masquer l'essentiel, comme si on n'avait pas d'arrière-pensée. Mais toi, tu vas vouloir me sauter, je le sais. Et moi aussi, j'aurais envie de toi à un moment de la soirée. Ça va arriver, c'est inéluctable, ça se voit dans nos regards. On se goûte déjà des yeux, on va se déshabiller, se caresser, tu vas me pénétrer, je te prendrai dans ma bouche, la sueur couvrira nos corps jusqu'à l'orgasme, on recommencera plusieurs fois dans la nuit jusqu'à la douleur, on va baiser jusqu'à la douleur et puis tu voudras me revoir et on se reverra, il faudra recommencer, on va se voir de plus en plus et peut-être dans quelques mois on parlera mariage. C'est comme une échelle à monter chaque fois. Chaque nouvelle relation doit effacer l'ancienne. C'est épuisant ces passages obligatoires, tu ne trouves pas ? Eh mais attends, pars pas comme ça, où vas-tu ?